l'expertise en partage. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être nombreux aujourd'hui sur People for Health pour la restitution des résultats du Challenge IA que l'Agence nationale d'appui à la performance a mené le 6 mars dernier afin de répondre à quelques questions simples. Savoir d'ores et déjà si l'intelligence artificielle, quand on est cadre, ça peut être une aide, si cette aide elle est massive, si elle est transformante, si elle s'intègre dans nos principes de fonctionnement actuels et comment on fait quand on est un établissement pour faire le choix de l'intelligence artificielle. Je vais céder tout de suite la parole à Mathilde Dumont, qui est experte ANAP au pôle performance des ressources humaines et qui va vous rappeler le contexte de fonctionnement de notre challenge. Merci Mathieu. Donc avant de passer aux résultats, je vous propose un petit retour sur le déroulé de la journée pour que vous ayez une petite remise en contexte. Donc nous avons fourni aux participants un scénario qui était inspiré de la vie réelle et qui décrivait un service de réanimation fictif avec 59 IDE. Et tout au long du challenge, les participants ont découvert différentes contraintes que l'on a voulu réalistes pour que justement le jury puisse vraiment évaluer la pertinence des solutions d'IA pour gérer les plannings en établissement de santé. Donc, lors de la matinée, qui a duré 3 heures, les participants ont dû créer un planning d'1 mois en respectant à la fois les contraintes réglementaires classiques de temps de travail, de temps de repos, mais aussi prendre en compte les restrictions médicales diverses, les demandes de congés et les desiderata des agents comme on a dans la vie réelle. Tout cela en respectant les effectifs que le directeur des soins avait demandé pour une permanence des soins de jour comme de nuit. Donc après ces 3 heures de travail qui ont été quand même assez intenses et une pause bien méritée le midi, nous avons repris en début d'après-midi et là, de nouvelles contraintes ont été ajoutées pour nos participants. Donc dans un premier temps d'environ 1 heure, ils ont dû réajuster leur planning, donc comme ils font dans la vie réelle où les plannings sont déjà publiés et ils doivent faire des modifications, puisque là on avait une épidémie qui avait mis à l'arrêt 10 IDE du service. Et dans un second temps de 45 minutes, l'épidémie est devenue tellement importante que le directeur des soins a demandé de renforcer temporairement les effectifs et cela pour faire face à l'afflux de patients. Donc au total, c'est quasiment 5 heures de travail que tous les participants ont fourni et on les remercie. Et ensuite, nous avons tout anonymisé pour le remettre aux membres du jury. Merci. Merci Mathilde. Alors ce challenge pour nous, il a été couronné de succès pour plein de raisons. La première, c'est parce que nous avons reçu près de 390 candidatures de cadres qui ont souhaité et qui ont démontré leur volonté de participer au challenge. On a sélectionné 19 cadres, 20 cadres initialement, et nous avons eu une perte en cours de route, 10 avec intelligence artificielle et donc 9 qui ont travaillé sans intelligence artificielle avec un Excel et leur connaissance de cadre comme seul outil. Pour les intelligences artificielles, 5 éditeurs ont fait le choix de s'engager dans l'aventure. Ce sont Opia, Probase, Swapi, Optacare et Medop qui se sont battus aux côtés des cadres pour montrer la pertinence et la maturité des solutions qu'ils ont pu proposer. Le jury qui a évalué les différents plannings sur la base d'une grille unique d'évaluation qui a été partagée entre tous les membres et appliquée pareil pour toutes les propositions de planning, était composé d'un représentant de l'ANAP, d'un représentant de l'ADRES, l'association des DRH hospitaliers, un représentant de la Fédération hospitalière de France, de la Fédération de l'hospitalisation privée, de la FEAP, de l'Association française des directeurs des soins et de l'ANSIM. Et je souhaitais, avant toute chose et avant la révélation des résultats, déjà remercier tous les participants, membres du jury bien sûr, mais surtout et avant tout nos cadres qui ont donné de leur temps, donné de leur énergie et ont pleinement joué le jeu pour nous permettre de voir si l'IA était une solution qui fonctionnait. Ce que je vous propose avant les résultats,
c'est qu'on puisse les applaudir bien fort, ils l'ont bien mérité. Passons maintenant à la révélation. Je vais inviter les membres du jury à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur ce challenge, comment vous l'avez vécu en tant que membre du jury et les quelques enseignements que vous avez pu en tirer? Bonjour à tous, Laurence Micano, je représente la FHP. Je tenais surtout à saluer vraiment chaleureusement le travail qui a été réalisé par les cadres de santé, parce que dans la vie réelle, en fait, personne ne part d'un planning à blanc, et c'est un exercice qu'ils ont réalisé dans un temps finalement record, et quel que soit le résultat final, vraiment, je tenais à vous dire chapeau pour ce que vous avez fait, parce que vraiment, c'était un travail d'une grande intensité. Donc bravo à vous tous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Geoffrey Robillard, membre de l'ANSIM, Association nationale des cadres de santé et cadres de santé. À l'instar de ma collègue, de saluer ce travail qui a été accompli par les cadres qui ont relevé ce challenge et remercier la NAP de nous avoir donné l'opportunité à l'ANSIM de participer à ce challenge. Merci, bonjour à toutes et à tous. Rodolphe Soulier, je représente la Fédération hospitalière de France. Évidemment, je m'associe aux félicitations et aux remerciements à la fois en direction des candidats, donc des cadres qui ont joué le jeu. Et le thème, on avait essayé de le rendre réaliste. Donc, qui dit réaliste dit pas forcément facile. Il faut se rendre compte des contraintes auxquelles ils ont été confrontés. Saluer aussi les éditeurs qui ont joué le jeu, parce que si on arrive aujourd'hui à avoir ce résultat et ce regard un peu actualisé sur ce sujet de l'IA, c'est tout à fait lié à l'implication de tout le monde. Et puis féliciter la NAP pour l'organisation, parce que mine de rien, un challenge comme ça, avec tout ce que ça suppose une organisation qui soit particulièrement huilée. Et pour le coup, pour une première édition, ça a fonctionné de manière très intéressante, probablement d'ailleurs intéressant de renouveler l'expérience les années qui suivent pour mesurer les écarts, pour mesurer les progrès et probablement aussi pour, en termes de retour d'expérience, améliorer l'exercice, puisque c'était une première. Aurélien Pierre, expert RH à la NAP et référent temps de travail. Moi, je tiens à saluer vraiment la ténacité des cadres de santé, qu'ils aient utilisé l'intelligence artificielle ou pas, parce que pour avoir fait l'exercice qu'ils ont fait en 3 heures de temps, et ils sont tous allés au bout, je pense vraiment que c'est un acte client qui nécessite, qui mérite toute la reconnaissance, car en tant qu'expert du temps de travail, je ne suis pas certain, il y a quelques années, j'aurais pu aller au bout de ce challenge. Ils ont tous été jusqu'au bout, quelle que soit l'équipe à laquelle ils appartenaient. Donc pour ça, chapeau et bravo à tous et hâte d'avoir les résultats. Merci à toutes et à tous. Effectivement, avec en plus des conditions d'organisation qui étaient parfaites, mais qui surtout ont permis à chacun de trouver les bonnes conditions pour travailler. Pour les cadres qui sont dans la salle aujourd'hui et qui ont travaillé sans IA, effectivement un silence de cathédrale dans cette salle qui a bien montré le degré de sérieux, d'implication, de présence des différents participants. Je vous propose qu'on passe à la révélation des résultats. Et voilà les résultats de notre challenge. Sur les 19 plannings qui ont été évalués par le jury, l'intelligence artificielle ou les cadres qui étaient avec des outils d'intelligence artificielle sont classés sur les 4 premières places du podium, la 5e place étant occupée par un cadre qui a travaillé avec la méthode traditionnelle, entre guillemets, à savoir Microsoft Excel. Ce que ça nous démontre sur cette challenge, c'est que d'une part, les solutions d'IA, elles fonctionnent et elles sont capables de faire gagner du temps. Alors aujourd'hui, vous ne voyez pas des noms de cadres ou des noms de solutions. C'est notre choix parce que à l'ANAP, on était surtout là et avant tout là pour démontrer la pertinence du retour de l'outil intelligence artificielle avec des solutions de différentes maturités
et des solutions qui, pour certaines, ont encore du chemin à parcourir pour être au niveau attendu du fonctionnement d'un établissement. Ce qui est certain, c'est que sur les 5 solutions, il y en a 3 qui arrivent sur les 4 premières places du podium et qui démontrent qu'elles sont fonctionnelles dans un environnement hospitalier normal et qu'elles sont capables d'apporter une plus-value à des cadres qui fonctionnent avec ces intelligences artificielles. Pour l'ensemble des 19 cadres qui ont participé, on fera un retour individuel à chacun d'entre eux pour leur donner leur rang, pourquoi et comment ils ont été classés. Et on fera aussi un bilan avec eux de l'expérience pour qu'ils puissent en profiter pleinement dans leur pratique professionnelle. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette question de finesse de fonctionnement et cette question de connaissance du milieu hospitalier reste un vrai sujet. Une intelligence artificielle qui serait mise comme ça, un logiciel qui est basé sur un moteur d'intelligence artificielle qui serait mis comme ça à l'hôpital, sans prendre en compte les aspects culturels, la particularité du fonctionnement d'un hôpital. Et là, on est dans un secteur de réanimation, donc en plus avec des contraintes spécifiques. Eh ben, aujourd'hui, il a besoin de s'acculturer, de mieux comprendre le fonctionnement du secteur. Et c'est à ça que l'ANAP va s'attacher dans les semaines à venir, puisque nous allons rencontrer chaque éditeur individuellement, là aussi, pour lui faire une restitution de l'ensemble des éléments du jury et des éléments de restitution, mais également lui proposer, ainsi qu'à tout éditeur qui souhaiterait être accompagné, de pouvoir procéder à cette acculturation sur l'année à venir et pouvoir mesurer dans un an l'effort et l'effet des travaux de l'ANAP avec les éditeurs qui auront fait le choix de travailler avec nous. Dernier enseignement qui a été extrêmement important pour nous, c'est qu'une même intelligence artificielle utilisée par 2 cadres ne produit pas le même résultat. Et ça nous redit, pour nous tous, quelle que soit la place qu'on occupe à l'hôpital, que la connaissance du cadre, sa place en tant qu'opérateur fin des desiderata, des collaborateurs qui l'encadrent, qu'ils soient salariés ou agents, la connaissance du fonctionnement de l'unité, des appétences des uns et des autres, la connaissance technique dans la réalisation des cycles de travail et de l'ensemble des outils de gestion du temps de travail reste primordiale. Et c'est pour ça que l'ANAP continue aujourd'hui avec notre appui terrain collectif temps de travail, où près de 190 établissements sont accompagnés en 2025 et encore plus demain en 2025-2026 avec un nouvel appui terrain collectif que nous souhaitons lancer, temps de travail et intelligence artificielle, pour aider les établissements qui souhaiteraient se lancer dans le déploiement de ces solutions. Nous serons toujours aux côtés des cadres pour aider à l'amélioration du niveau d'expertise et au développement et à l'implémentation de solutions qui ont un sens dans les établissements. Accompagner les éditeurs, poursuivre l'offre et appuyer sur le terrain les besoins des établissements. Telle sera la feuille de route de l'ANAP sur la thématique IA et RH pour l'année à venir, avec, comme l'a très bien dit Rodolphe, l'objectif que nous portons, qui est de rééditer cet événement et potentiellement de montrer dans 1 an, dans 2 ans, l'impact de la transformation, l'évolution de la maturité des solutions, qui, il faut bien le dire, vont très très vite aujourd'hui en matière d'apprentissage. Je cède du coup la parole pour la deuxième partie de la conférence à Anaëlle Valdois et Judicaël Thévenard. Merci Mathieu. Je vais laisser d'abord la parole à Judicaël Thévenard de la DGOS. Oui, merci, merci Anaëlle, merci Mathieu, merci aux experts, aux solutions, aux éditeurs qui sont lancés dans ce challenge. Donc, je suis Judicaël Thévenard, je suis adjoint au chef du département Santé et Transformation Numérique à la Direction Générale de l'Offre de Soins au ministère chargé de la Santé. Et donc notre département a pour mission notamment d'accompagner la transformation et les impacts du numérique sur l'offre de soins, donc typiquement sur les activités des cadres de santé, des infirmières, des professionnels, des personnels aux ressources humaines, à la facturation des établissements, mais aussi du ministère et des agences régionales de santé. Ce challenge est extrêmement intéressant. Il a montré effectivement, et on l'a vu, qu'un bon outil
bien utilisé, pas trop cher, peut servir et doit servir aux établissements et aux professionnels pour améliorer leurs pratiques. Le but, et ça a été également dit, ça n'est pas de remplacer, ce n'est pas l'IA qui a gagné, c'est le cadre de santé avec un bon outil d'IA qui a gagné, enfin les cadres de santé, puisque c'est les premières marches du podium. Et donc dans ce cadre-là, avec cette connaissance de l'importance de l'usage qu'on fait des bons outils, au sein du département et donc au sein de la DGOS, on a lancé une cartographie des impacts du numérique sur l'offre de soins. L'offre de soins, c'est notre mission à la DGOS, donc ça recouvre, on a essayé de le figurer comme ça recouvre tous ces champs-là, les établissements publics, privés, sanitaires, socio-médico-sociaux, les professionnels en ville, à l'hôpital, les personnels soignants, non soignants, évidemment les patients, évidemment les centres de recherche, les laboratoires, mais aussi les institutions, le ministère et les agences régionales de santé. Cette cartographie nous a permis d'identifier là où le numérique a un impact. Là où alors un impact qu'on espère toujours positif, mais en tout cas là où il agit, là où il transforme les pratiques. L'intérêt de l'IA, c'est qu'évidemment, on va quasiment la retrouver maintenant dans tous ces champs-là. Alors, avec plus ou moins de succès, et Mathieu en a très bien parlé, certaines solutions vont continuer à s'améliorer, à être plus performantes, donc elles vont maturer, comme on dit. Mais en tout cas, on retrouve l'IA partout. Et pour aller plus loin que cette cartographie, qui est un peu un exercice à plat, qu'on va faire évoluer, qu'on va mettre à jour, évidemment, le plus possible, on a travaillé et on va travailler avec l'ANAP et avec Anaël notamment, à transformer cette cartographie en observatoire. La différence entre une cartographie et un observatoire, c'est qu'un observatoire, c'est vivant, et ça va permettre surtout de référencer les outils qui sont utilisés. Mais c'est Anaël qui va en parler, parce qu'elle en parle beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup, Judicaël, d'être présent aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu, l'IA peut avoir des impacts dans nos établissements, et on a déjà. Et notre objectif en tant qu'agence nationale, c'est de référencer ces retours utilisateurs de l'IA. L'IA, on en trouve partout aujourd'hui, déjà déployée, dans des domaines variés. On a parlé des plannings, mais on en trouve également dans les diagnostics, on en trouve dans d'autres fonctions un peu moins connues des établissements comme l'admission, facturation. Donc notre objectif, c'est que des retours utilisateurs du public, du privé, des établissements sanitaires, des établissements médico-sociaux puissent témoigner de leur utilisation au sein de cette plateforme en lien avec la DGOS. Aujourd'hui, vous trouverez 50 retours utilisateurs en moyenne et on espère qu'il y en aura beaucoup plus. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des solutions que vous utilisez, des solutions qui soient développées en interne ou des solutions sur étagère en lien donc avec des éditeurs. Vous avez donc plusieurs catégories, mais pour aller plus loin sur ces usages, parce que voilà, on est persuadé aujourd'hui en tant qu'agence de la performance que l'IA va nous aider sur la performance, on organise donc, réservez bien la date, le 14 octobre prochain, une journée sur les usages, donc Perfia, en lien avec la DGOS, qui aura notamment pour but pour vous d'avoir des ateliers thématiques sur d'autres thèmes que les plannings, même si je pense qu'on en refera un sur les plannings si vous avez d'autres questions. Et également des retours utilisateurs concrets en lien avec nos acteurs DGOS, mais également DNS, pour pouvoir avoir les clés. Comment déployer une IA aujourd'hui à l'hôpital? Vous pouvez déjà retrouver d'ailleurs notre guide sur le sujet. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions concrètes de comment aujourd'hui en établissement je déploie l'IA. Voilà, on vous remercie de votre présence. N'hésitez pas si vous avez des questions particulières aujourd'hui. Et on remercie notamment les cadres, l'équipe RH, la DGOS et tous ceux qui ont participé à cette conférence. Non, le micro ne m'a pas coupé la parole. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce que vous avez pu évaluer un temps moyen qu'auraient gagné les participants sur la confection des plannings? Une échelle ou une donnée ou... En fait, la question du gain de l'intelligence artificielle ne se fait pas uniquement sur la question du temps,
Ce qu'il faut savoir, c'est que les cadres sans intelligence artificielle sont partis d'une feuille blanche pour un Excel. Les intelligences artificielles ont démarré en version usine, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas du tout été préprogrammées, préparamétrées en fonction du dispositif. Donc, le temps de préparation initiale de l'IA est quand même important pour qu'elle apprenne un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de données à intégrer pour que les éléments soient pris en compte. Et comme on a souhaité partir d'une feuille blanche dans les deux cas pour arriver à un produit de sortie qui soit utilisable immédiatement, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions. Et je pense que les cadres sans intelligence artificielle ont pu travailler plus vite sur la première partie que les intelligences artificielles. Par contre, là où on est certain qu'il y a un gain, c'est en matière d'ergonomie. Ergonomie pour le cadre, parce qu'une solution qui travaille très vite, qui sait très vite identifier les différents sujets, demander l'arbitrage humain quand il y a de conflits de desiderata, par exemple, ou des situations qui nécessitent de sortir un peu du cadre, mettre des heures supplémentaires, par exemple. Mais également ergonomie pour les agents, c'est-à-dire qu'on a des solutions qui, proposent des plannings qui sont équilibrés, qui sont équitables entre les professionnels. On n'a pas quelques agents qui travaillent beaucoup et d'autres agents qui ne travaillent pas du tout. L'IA va proposer vraiment d'équilibrer la charge de travail. Elle va tenir compte du fait que les agents sont fixes de jour, fixes de nuit, alternants, jour-nuit, qu'il y a des contraintes. On avait un agent en situation de grossesse, avec l'heure de grossesse à intégrer. On avait un agent qui était père aidant, avec la père aidance à intégrer sur certains jours. On avait un agent qui avait une pathologie invalidante et donc qui devait avoir des soins kinés à date fixe. L'IA, dans cet environnement-là, c'est interagir très très rapidement et proposer très très vite des solutions. Voilà. Et donc les gains ergonomiques, les gains de vitesse se sont vus à ce moment-là. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors moi, pour parler très rapidement, j'ai travaillé au centre Léon Bérard à Puy-chez-Roche. Donc maintenant, je suis consultant en IA. J'ai deux questions pour vous. La première, c'est vous parlez de tout ce qui est gestion planning pour du coup le personnel et les cadres. Est-ce que vous avez pensé et planifié toute une structure pour après intégrer en fait de l'orchestration d'IA sur du coup d'autres outils? Ce qui permettrait d'augmenter la puissance. Je vais vous passer tout de suite mon experte. Juste, vous avez posé une seule question, on est d'accord? Vous aviez dit deux questions. Ah d'accord, ok. Donc du coup, sur cette question-là, pas encore. Sur l'orchestration des IA au sein d'un établissement. Pour revenir sur la réalité de nos établissements aujourd'hui, on a encore des établissements qui font leur planning sur le papier. Donc parfois, on passe du papier à l'IA. Donc on n'est pas encore au stade de faire une orchestration des IA par les IA. Même si j'aimerais beaucoup proposer ça au pôle RH, mais je pense que c'est un petit peu tôt. Sachant qu'aujourd'hui, on est encore dans la mise en place des règles, la compréhension de ces outils, la formation de nos équipes sur ces sujets-là. Mais on peut s'en reparler plus tard, si vous souhaitez. Et la deuxième question, du coup? Alors du coup, j'ai une deuxième question qui répondit directement. C'est quelle est votre stratégie aujourd'hui pour en fait faire face à ce changement qui est une vraie révolution en fait dans l'écosystème? Alors on ne parle pas que de la santé, on parle de tous les secteurs. Il y a une vraie résistance au changement, de gens qui ont réellement peur d'un outil qui est très peu connu, même par les experts qui ne savent pas forcément à 100% comment ça fonctionne. Donc quelle est votre stratégie pour faire face à cette appréhension et surtout l'adapter au mieux face à des personnels en fait, qui ne connaissent pas forcément ce que c'est? Alors, on va peut-être ouvrir un peu plus que la question des plannings, mais déjà pour répondre sur les plannings, la stratégie, c'est montrer que ça marche. À partir du moment où on a montré que ça marche, que ça rend un service, ça fait gagner du temps, c'est opérationnel et ça aide sur le terrain, l'acclimatation, la formation, ça passe. Effectivement, si vous mettez encore un outil qui ne marche pas, qui n'a pas d'interface, qui ne va pas rendre service, là, forcément, on a un problème d'acclimatation. Sur l'IA, de façon générale, on a à l'ANAP la volonté de démystifier ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui. C'est un mot, boîte noire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et forcément, un établissement, il va se dire, je vais mettre de l'IA, qu'est-ce que ça signifie pour moi concrètement?
Mais en fait, sur le terrain, vous avez déjà de l'IA. Tout dépend qu'est-ce que ça veut dire, quel est la type d'IA, est-ce que ça apprend, est-ce que ça apprend pas. Voilà, l'objectif, c'est que vous compreniez en tant qu'établissement ce que c'est. Et en fait, à partir du moment où on comprend l'outil, on s'assure qu'il est bien interfacé, j'insiste beaucoup sur l'interface, mais qu'il est bien interfacé dans vos cartographies applicatives, qu'il y a un intérêt pour le soignant, pour le médecin ou pour le patient. Après, avec la formation, le changement se fait. Mais comme toute transformation, en réalité, je peux laisser Mathieu me compléter si jamais il y a d'autres choses à ajouter, mais une fois qu'on est convaincu de l'intérêt, ça se diffuse. Et en tout cas, c'est notre message aujourd'hui. Effectivement, et pour compléter ce qu'Anaëlle a déjà très bien dit, on a une question déjà d'acculturation aux outils de base dans certains établissements qui doit être faite et refaite et rappelée régulièrement. L'intelligence artificielle, elle est là aussi pour apporter effectivement un progrès immédiat, transformer les usages, mais elle ne naît que sur une base qui est saine, une organisation d'établissement qui est propre et bien organisée. Et c'est à ça aussi qu'on s'attache, c'est finalement à développer les bonnes pratiques et rappeler ce que doit être le fonctionnement du temps de travail dans un hôpital. Madame, vous avez une question ? Benjamin. Bonjour, je suis là. Ils ne veulent pas regarder vers Ah, pardon. Bonjour, Fabienne Dubois, directrice des soins au centre hospitalier des Sables d'Olonne. J'avais une question, ça porte sur les contraintes justement dont on a parlé, qui sont aujourd'hui la plus-value du cadre, à savoir que le cadre, c'est qui est fatigué en ce moment, qui a des problèmes de garde d'enfants, qui est malade, qui a besoin de récupérer dans 3 jours parce qu'il est revenu la semaine dernière, enfin tout ça. Aujourd'hui, dans votre test, si j'ai bien compris, ça a été entré également dans les données de l'outil de l'IA. Donc ma question, c'est en fonctionnement normal, comment le logiciel ou l'IA va avoir ces informations-là qui aujourd'hui sont connues par le cadre? Alors il y a plusieurs options possibles. Vous avez une première option qui est de faire remonter l'information au cadre. Le cadre donnant l'information brute. Madame X n'est pas disponible à telle date. Et l'intelligence artificielle ayant pour objet de faire une proposition de modification du planning dans le respect de la réglementation. Et on peut tout à fait espérer un jour que les professionnels de santé puissent faire une déclaration directement sur une interface. Et donc automatiquement, ça veut dire pour le cadre un travail supplémentaire par rapport à ce qui a été fait là. Je peux me permettre de compléter. On a vu que certains éditeurs en fait, avaient pris en compte ce facteur et proposé de graduer en fait, entre 0 et 5 la priorité qu'ils donnaient aux desiderata. C'est-à-dire si vous aviez une contrainte médicale, ils la mettaient en non modifiable, impératif. Ensuite, si vous aviez une demande forte pour raison familiale où le cadre sait que c'est très important, il mettait une note élevée et vous pouviez ensuite graduer comme ça et c'est ainsi que l'algorithme va produire un planning qui répond vraiment aux priorités que vous avez définies. Oui, mais c'est un travail complémentaire que le cadre doit faire, de rentrer toutes les données. Quand il rentre la donnée, il rentre un niveau. Il dit entre 0 et 5 la priorité que lui accorde. Oui, mais quand par exemple, moi je sais que telle personne doit avoir son enfant malade qui doit être hospitalisé dans 3 jours, je ne vais pas pouvoir rentrer un niveau, je veux dire le niveau de qualité, enfin il est beaucoup plus exigeant que ça. On n'est pas sur quelqu'un, tous les jours, un planning, ça change. Et je ne suis pas du tout contre l'IA, hein. Je trouve que c'est intéressant cet exercice. Mais pour moi, il y a vraiment des biais très importants par rapport à la façon dont il a été géré. Parce que la grosse différence entre le cadre de santé et l'IA, c'est justement ce niveau d'information très pointu que le cadre a et que l'IA n'a pas. Et quand on gère une équipe de 40 agents, ben voilà, il n'y a que le cadre qui sait que celui-là il est fatigué, il est revenu la semaine dernière, il faut qu'il se repose. Celui-là, son mari est malade, il ne va pas pouvoir garder les enfants. Celui-là, donc voilà, pour moi il y a vraiment un biais. Et puis l'autre commentaire que j'avais à faire, c'était sur les accès informatiques. Parce que tant que dans les hôpitaux, on n'aura pas des outils informatiques opérationnels en permanence,
Les cadres passent des heures à rentrer des plannings sur des logiciels qui rament, qui coupent, il faut tout recommencer parce qu'on a perdu. Voilà. Donc voilà, moi je ne suis pas contre l'IA, mais opérationnellement aujourd'hui, si les hôpitaux ne mettent pas les moyens techniques pour y arriver, on va encore donner du travail supplémentaire, encore donner de la contrainte à nos cadres. Donc on parle beaucoup du numérique, mais il faut savoir que dans les hôpitaux aujourd'hui, le numérique, c'est un problème pour tout le monde. On ne peut pas imprimer, on ne peut pas se connecter, ça rame, ça coupe, on recommence. Donc l'intelligence artificielle, oui, mais avec des moyens informatiques qui soient à la hauteur. Sinon, ça ne fonctionnera pas et on reviendra à nos méthodes habituelles. Parce que dans le quotidien, on a obligation de résultat dans l'heure, dans la minute. Merci en tout cas pour ce témoignage qui, un, sort du cœur et qui, deux, je pense, est assez démonstratif d'un certain nombre de réalités qu'on vit dans nos établissements. Alors, je ne vais pas dire que l'informatique à l'hôpital, c'est génial, parce que je pense que je vais prendre des tomates. Je pense que par contre, il y a 2000 établissements en France et il y a 2000 gestions de ce sujet-là. Alors, je ne sais pas comment c'est au Sables d'Olonne, effectivement. Mais je pense que pour ce qui est de l'intelligence artificielle et pour avoir regardé les cadres travailler directement sur les outils, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais le cadre, parce que ce n'est pas l'idée. L'idée de l'intelligence artificielle, c'est de donner du temps au cadre pour faire autre chose que faire des plannings. Et ça, pour le coup, pour peu qu'on ait des solutions qui soient simples, qui soient efficaces, qui fonctionnent, et c'est ce qu'on a su démontrer le 6 mars, montrer que finalement l'acculturation à l'utilisation de l'outil n'est pas si difficile à mettre en place, parce que des gens qui n'y connaissaient rien, à 9h le matin, à 12h30, ont su produire un planning de réanimation avec 59 agents, 3 agents en congé, 2 agents malades, 1 agent enceinte, un agent père aidant, un agent représentant du personnel, un agent élu local, 3 agents en formation continue. Donc effectivement, des situations qu'on connaît dans la réalité du temps et qui relèvent de cette finesse que vous pointez. Alors on n'ira jamais jusqu'au bout. Et le robot, l'intelligence artificielle, ne remplacera jamais le cadre. Par contre, si demain le cadre, parce qu'il a gagné 1 heure dans sa journée, est capable d'aller parler avec ses équipes d'autres sujets que du temps de travail, qu'il est capable de participer à un groupe qui va permettre de mettre en place le plein vide, qu'il va pouvoir déployer une armoire sécurisée, qu'il va aller chercher justement du temps qualitatif, eh bien, je pense que notre travail aura trouvé son sens et que finalement, pas mal de gens à l'hôpital public auront gagné du temps. Il y avait une question devant ? Oui, bonjour. Gilmar Sequeira-Martins de Stratégie. J'aurais en fait 3 questions. La première, c'est pourquoi avoir commencé par le planning ? Quelle va être l'étape suivante ? Deuxième question. Et troisième question, l'IA, ce sont des outils pour la plupart non européens. Alors, quid du respect de la législation européenne sur le RGPD, sur l'IA Act, et quel lien avec Mistral, qui est l'IA française aujourd'hui? Merci à vous. Alors, je vais commencer, et je passerai ensuite la parole à Anaëlle Valdois. L'IA est plus qu'une première étape, parce que l'IA, c'est un peu un nœud gordien au sein de l'hôpital qui est constitutif et qui cristallise beaucoup de difficultés de fonctionnement. Et quand on pointe la bureaucratisation de l'hôpital, le temps de travail, la gestion du temps de travail n'est certes pas le seul sujet, mais c'en est un qui y participe directement. Et donc si demain, sur ce sujet-là, on était capable de cranter le fait que dans la moitié des établissements français, on met en place une solution d'intelligence artificielle et que dans la moitié des établissements français, du temps est rendu au cadre pour faire du travail d'équipe, je pense qu'on contribue demain à changer l'hôpital en France. C'est un avis personnel, je ne sais pas si vous le partagez, mais en tout cas, pour avoir vu pendant les 12 années que j'ai passées à l'hôpital, des cadres s'arracher les cheveux sur les plannings, sur leur réalisation et sur leur actualisation, je pense qu'on a là un vrai sujet. Et du coup, je passe la parole à Anaëlle sur la suite. Alors, sur les étapes futures, sur la partie RH, il y a beaucoup d'expérimentations qui ont lieu dans nos hôpitaux, autres que les plannings,
On a des expérimentations d'IA générative pour pouvoir répondre à une question d'un agent simple, pour avoir une réponse tout de suite, par exemple. Je veux poser un congé, combien j'ai le droit à congé, voilà, des choses comme ça. On va avoir aussi des expérimentations en IA générative sur tout ce qui va être recherche juridique. J'ai une question en tant que DRH, direction juridique, est-ce que j'ai le droit de faire tel sujet? Donc vous voyez, les projets sont nombreux et je ne peux pas tous les citer aujourd'hui sur la partie RH. En tout cas, sur ce que vous avez dit sur votre troisième question, qui est notre souveraineté au niveau national, comment on fait aujourd'hui? Alors, le premier point sur la RGPD, c'est où est-ce que sont hébergées mes données. Donc ça, je ne sais pas globalement quel est votre profil aujourd'hui dans la salle, mais faites confiance à vos DSI sur ces sujets-là. Ce sont eux qui vont pouvoir vous aider à comprendre ce que vont dire les éditeurs. Il faut que les données soient hébergées en France, selon donc le serveur de type HDS. Après, à chaque fois, dans tout projet numérique, travaillez avec votre DSI, surtout sur des projets de cette ampleur. Sur la partie IA générative, aujourd'hui, les sujets qui sont abordés par les établissements, c'est quelles sont les données qui sortent de mon établissement. Donc tout est une question de données. Où est-ce qu'elles sont hébergées, mais surtout quelles sont les données qui sortent. C'est surtout ça que vous devez regarder et être vigilant. Voilà pour répondre de façon très synthétique à cette question numérique. Bonjour, Amélie Marin, je suis cadre de santé à l'hôpital d'Argenteuil. Sans forcément dévoiler tous les critères, parce que ce serait peut-être un peu long, qu'est-ce qui a fait pencher la balance pour le vainqueur? Est-ce que c'est celui qui respecte le plus la législation, celui qui respecte plus les desiderata des agents? L'arbitrage me paraît un sujet sur le vainqueur. Un sujet légitime. On a réalisé une grille d'évaluation avec de mémoire plus de 50 critères qui sont évalués. Dans les critères qui sont évalués, on a un premier pavé sur chacune des phases. Comme Mathilde vous l'a expliqué, nous avions une première étape du matin et puis ensuite 2 étapes l'après-midi. Épidémie de grippe dans l'unité, puis plan blanc, grippe générale qui déclenche une augmentation d'effectifs. Sur chacune des phases, le respect de la réglementation faisait le socle de points et le non-respect de la réglementation, notamment sur le respect de la barre des 48 heures, le respect d'un certain nombre de règles d'enchaînement, éviter les descentes de nuit, etc., respect des repos de sécurité, pouvait être éliminatoire. Donc déjà, pourquoi? Parce qu'on a estimé que dans un scénario de ce type, on ne peut pas transiger avec la réglementation. Et ensuite, le respect des différents desiderata des agents. Donc il y avait 14 contraintes posées en première phase et de mémoire 8 contraintes supplémentaires en deuxième phase, faisait à chaque fois l'objet de points bonus qui étaient attribués en fonction du respect ou non de ces différentes contraintes. Après, on avait des contraintes d'organisation. Par exemple, sur les phases 2 et 3, on avait autorisé le recours aux heures supplémentaires, mais dans le respect de 12 heures supplémentaires par agent et par mois. Autre type de contrainte, on a souhaité mesurer l'ergonomie du planning. Est-ce que le planning est lisible pour le cadre, pour les agents? Est-ce qu'il y a des compteurs? Est-ce que le cadre, en regardant son planning, voit les compteurs et peut rapidement savoir si... voilà, vous aviez énormément de critères. Ces critères, ils étaient pondérés. Donc, effectivement, respect de la réglementation était le plus important. Et puis ensuite, de façon décroissante, dans l'ordre que je viens de vous indiquer. Et les jurys ont évalué en double aveugle, chacun 5 plannings. C'est-à-dire que 2 membres du jury qui ne savaient pas qui avait quoi, évaluaient chacun 5 plannings qui leur avaient été transmis de façon totalement anonymisée. On ne savait même pas si c'était un planning avec IA ou un planning sans IA. Et donc, on avait une note sur 100. Ce que je peux vous dire, c'est que le premier a une note de 95 sur 100. Et que les notes vont jusqu'à 27%. Le premier sans IA, alors j'ai un trou de mémoire, on est entre 65 et 70. Peut-être la dernière question, je pense qu'on va être un peu pris par le temps. Oui, ouais. Juste une dernière question sur l'impact possible sur la réduction du coût de l'intérim. Est-ce que vous l'avez calculé, ne serait-ce qu'une fourchette? Merci. Alors,
pour reprendre une terminologie anglo-saxonne qui n'a pas forcément toujours cours compte tenu du RGPD de l'IACT. On était sur un POC, un Proof of Concept. L'idée, c'est de montrer que les logiciels qu'on vous a présentés sont matures et sont déployables. Aujourd'hui, la réponse de la NAP, c'est oui. Après, les gains médico-économiques des logiciels, ils sont certains. Pourquoi ? Parce que quand on a une capacité à optimiser le travail de chacun pour que chacun soit au mieux positionné sur le planning, à la fois en cohérence avec des niveaux de qualité de vie et de conditions de travail, un équilibre vie perso-vie pro, mais aussi en réponse très fine et très proportionnée aux besoins de l'unité, forcément qu'on a un impact. Après, la question de l'absentéisme, elle se voit aussi à l'aune de la politique de compensation, de la construction des maquettes organisationnelles, de la politique de l'établissement en matière de remplacement. Et ça va au-delà de l'intelligence artificielle. Et c'est là aussi où cadre sup, directeur des soins, direction des ressources humaines, on a tous un rôle dans la construction de ces politiques et dans l'articulation avec l'intelligence artificielle au service des agents et ultimement du patient. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Merci pour vos applaudissements qui sont surtout et avant tout pour les cadres et le jury qui a participé. Et à très bientôt pour un nouvel événement à Naples. L'ANAP, l'expertise en partage.